Entre 1941 et 1942, les pilotes américains mouraient dans le Pacifique, en nombres alarmants. Taux d'abattage, 10 contre 1 en faveur de l'ennemi. Le coupable? Un chasseur japonais, qui semblait défier les lois de la physique. Le Mitsubishi A6M0 dominait les cieux avec une supériorité écrasante. Chaque combat se terminait en massacre. Chaque mission ressemblait à un aller simple. Mais alors, le 10 juin 1942, île d'Akutan en Alaska, un accident extraordinaire livra aux États-Unis quelque chose qui allait tout changer. Un zéro pratiquement intact, transportant tous les secrets technologiques du Japon impérial. Voici l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée en cours d'histoire. L'histoire de comment un seul avion capturé a donné aux Américains 14 mois d'avance stratégique et transformé l'équilibre des forces dans le plus grand conflit aérien de l'histoire. Quand le Zéro entra en combat pour la première fois au-dessus de la Chine en 1940, les pilotes alliés rapportèrent quelque chose d'impossible. Un appareil qui surpassait tout ce qu'ils connaissaient en vitesse, maniabilité et portée. Les premières rencontres furent désastreuses. Les chasseurs américains, britanniques et hollandais tombaient du ciel comme des mouches. Le Zéro pouvait virer plus serré, voler plus loin et attaquer plus vite que tout ce que l'Occident avait construit. La situation était désespérée. Les pilotes américains recevaient l'ordre d'affronter des Zéros en sachant que leurs chances de survie étaient minimes. Le Curtiss P-40 Warhawk, principal chasseur américain au début de la guerre, n'avait tout simplement pas de réponse. Dans les combats tournoyants, le Zéro virait à l'intérieur du rayon de n'importe quel adversaire. En poursuite, il accélérait et disparaissait. En piqué, il maintenait un contrôle parfait tandis que les chasseurs alliés vibraient dangereusement. Les chiffres racontaient une histoire terrifiante. La première année de guerre, le ratio d'abattage favorisait le Japon avec des taux atteignant 10 contre 1. 10 appareils alliés abattus pour chaque Zéro perdu. Les pilotes américains développèrent une peur viscérale de cette machine. Les rapports de combat décrivaient le Zéro comme un fantôme mortel. Impossible à suivre, impossible à toucher, impossible à fuir. La supériorité technique du Zéro n'était pas un mythe. C'était de la physique réelle. Avec un moteur Nakajima Sakae de 1000 chevaux propulsant une cellule extraordinairement légère, le Zéro atteignait 332 miles par heure. Plus impressionnante encore était son autonomie opérationnelle. 1900 miles nautiques. Cela signifiait qu'il pouvait escorter des bombardiers lors de missions en profondeur, couvrant des distances qu'aucun chasseur allié ne pouvait égaler. Mais le véritable avantage résidait dans la maniabilité. Le Zéro pouvait exécuter un virage de 180 degrés en moins de la moitié du temps d'un P-40. Pour les pilotes américains, cela signifiait que dans tout combat tournoyant, le Zéro se retrouverait inévitablement à leurs 6 heures, alignant le tir fatal. Les tactiques conventionnelles de combat aérien ne fonctionnaient tout simplement pas. Les commandants alliés faisaient face à un dilemme impossible. Comment vaincre un ennemi technologiquement supérieur? Comment protéger les bombardiers quand leurs escortes se faisaient massacrer? Comment maintenir le moral parmi des pilotes qui savaient voler vers la mort? La doctrine de combat aérien américaine était déchiquetée. Chaque mission apportait plus de pertes. Chaque rapport renforçait la suprématie japonaise. Les ingénieurs américains avaient désespérément besoin de comprendre le Zéro. Ils devaient le voir de l'intérieur, étudier sa construction, mesurer ses capacités réelles, découvrir des faiblesses qui pourraient être exploitées. Mais comment? Les Zéros abattus tombaient dans l'océan ou en territoire ennemi. Les débris qui parvenaient aux mains américaines étaient si endommagés qu'ils révélaient peu de choses. Le Japon gardait ses secrets militaires avec un fanatisme absolu. La réponse vint d'où personne ne l'attendait. Pas d'un champ de bataille principal, pas d'une opération de renseignement élaborée, mais d'un accident bizarre dans l'une des régions les plus reculées de la planète. 7 juin 1942, 14h37. Île d'Akutan, archipel des Aléoutiennes, Alaska. Un pilote japonais nommé Tadayoshi Koga menait une formation de Zéros en attaque contre la base navale américaine de Dutch Harbor. La mission se déroula comme prévu. Les Zéros frappèrent leur cible et entamèrent le retour vers le porte-avions Ryujo. Mais quelque chose tourna mal avec l'appareil de Koga. Durant l'attaque, des fragments d'éclats endommagèrent la ligne de carburant de son Zéro. Koga ne s'en aperçut pas immédiatement. Le moteur continuait de fonctionner. Les commandes répondaient normalement, mais le carburant fuyait silencieusement, tandis qu'il survolait la mer gelée du Pacifique Nord. Quelques minutes plus tard, à des kilomètres de la formation, le moteur commença à flancher. Koga fit face à un choix impossible,
Tenter d'amérir signifiait une mort certaine dans les eaux glaciales. S'éjecter n'était pas une option. Les Zéros n'avaient pas de sièges éjectables. Sa seule chance était de trouver la terre ferme et tenter un atterrissage d'urgence. En dessous de lui, à travers les nuages bas, apparut l'île d'Akutan, territoire américain mais inhabité. Un terrain marécageux couvert de végétation rase. Koga prit la décision. Il descendit à travers les nuages et s'aligna pour un atterrissage d'urgence sur ce qui semblait être un champ herbeux. Ce qu'il ne pouvait pas voir depuis l'altitude, c'était que ce champ était en réalité un marécage traître. Quand les roues touchèrent le sol, elles s'enfoncèrent instantanément. Le Zéro se retourna violemment. Koga, sans ceinture de sécurité adéquate selon la norme japonaise de l'époque, se brisa la nuque lors de l'impact. Mort instantanée, mais le Zéro resta là, intact, la tête en bas dans le marécage, mais structurellement parfait. Les Japonais n'ont jamais su où Koga s'était écrasé. La formation perdit le contact visuel dans les nuages. Les missions de recherche fouillèrent l'océan, pas la terre ferme. Le Zéro le plus avancé au monde était abandonné en territoire américain, attendant d'être découvert. Près d'un mois s'écoula. 10 juillet 1942, 09h15. Une patrouille de reconnaissance de la marine américaine survolait la région des Aléoutiennes. Le lieutenant William Tease pilotait un PBI Catalina, appareil amphibie de patrouille maritime, inspectant les îles isolées à la recherche d'activités japonaises. Les Aléoutiennes avaient été partiellement occupées par le Japon, et chaque île devait être surveillée. Tease survolait Akutan à 250 mètres d'altitude lorsque son copilote aperçut quelque chose d'impossible. Dans les mots qu'il cria dans l'interphone, « On a un Zéro là en bas ». L'appareil était retourné, mais clairement visible dans le marécage. Aucun signe de destruction par le feu, pas de fuselage en morceaux. Un Zéro pratiquement intact en territoire américain. Tease encercla la position à plusieurs reprises, confirmant avec des jumelles. Aucun doute possible. C'était un butin de guerre extraordinaire. Il transmit immédiatement les coordonnées au commandement naval de Dutch Harbor. Ce qui se passa dans les heures suivantes démontra à quel point les Américains avaient désespérément besoin de cet avion. Le quartier général naval mobilisa les ressources à une vitesse record. Un peloton de fusiliers marins fut dépêché à Akutan par bateau de patrouille. Les ingénieurs aéronautiques reçurent l'ordre de préparer l'équipement de récupération. Les commandants locaux élevèrent la priorité de l'opération au niveau maximum. Tous comprenaient la signification de cette découverte. Atteindre le Zéro n'était que le premier défi. Akutan n'avait pas de mouillage adéquat. L'équipe de récupération débarqua sur des plages rocheuses et marcha à travers un terrain hostile. Juillet aux Aléoutiennes apporte un froid pénétrant, un vent constant et une visibilité irrégulière. Le Zéro se trouvait à des kilomètres de la côte, dans un terrain marécageux impraticable pour les véhicules. Lorsqu'ils atteignirent finalement l'appareil, la vue confirma ce qui semblait trop beau pour être vrai. Le Zéro était étonnamment préservé. Retourné, le nez enfoncé dans la boue, mais la structure était intacte. Les ailes, intactes. Le fuselage sans trou. Le moteur apparemment fonctionnel. Le tableau de bord complet. C'était comme si l'avion attendait d'être étudié. Le chef de l'équipe de récupération, lieutenant Robert Kirmsey, ingénieur aéronautique de la marine, inspecta chaque centimètre. Ses rapports enregistrèrent une admiration technique. Construction étonnamment légère. Commandes extrêmement simples. Conception axée sur la performance pure. Mais Kirmsey remarqua aussi quelque chose de crucial. Ramener cet avion nécessiterait une opération logistique extraordinaire. Il n'y avait aucun moyen de démonter le Zéro sur place. Impossible de le transporter à travers le marécage jusqu'à la côte. La seule solution était de construire une piste improvisée directement jusqu'à l'océan, en utilisant des planches de bois sur le terrain mou. Les travailleurs navals passèrent des jours à couper des arbres, préparer des troncs et littéralement construire une route portable à travers des kilomètres de marécage. Pendant ce temps, les ingénieurs travaillèrent pour remettre le Zéro sur ses roues. Utilisant des crics improvisés, des câbles d'acier et la force brute, l'équipe souleva progressivement le fuselage. C'était un travail dangereux. Si la structure se brisait, des mois d'opportunités seraient perdus. Chaque mouvement était calculé, chaque ajustement prudent. Il fallut une semaine entière juste pour positionner l'avion correctement. Finalement, à la mi-juillet, le Zéro était prêt pour le transport. Attaché à une remorque improvisée, il fut tiré manuellement sur la piste de bois jusqu'à la côte. Des hommes suèrent, tirèrent et poussèrent 1,5 tonnes d'appareils japonais à travers le terrain le plus hostile imaginable. L'officier qui supervisa l'opération, commandant James Russell,
la décrivit comme l'effort de récupération le plus extraordinaire auquel j'ai jamais assisté. Sur la côte, une barge attendait. Le Zéro fut soigneusement chargé et transporté jusqu'à Dutch Harbor. De là, il serait embarqué sur un navire vers le continent. Mais le voyage ne faisait que commencer. Ramener le Zéro en Alaska n'était que la moitié de la victoire. Ce que les ingénieurs américains découvriraient lorsqu'ils démontraient finalement cette machine réécrirait complètement les règles du combat aérien dans le Pacifique. Des secrets de conception que le Japon gardait fanatiquement étaient sur le point d'être révélés. Des faiblesses structurelles que les pilotes alliés pouvaient exploiter seraient identifiées, et des tactiques de combat entièrement nouvelles émergeraient des données collectées. Mais cela restait à venir, et ce qui se passerait dans les mois suivants changerait le cours de la guerre aérienne pour toujours. Lorsque le Zéro capturé arriva aux installations secrètes d'analyse de San Diego, les ingénieurs américains pouvaient à peine croire ce qu'ils étaient sur le point de découvrir. Pour la première fois de la guerre, ils auraient un accès total aux secrets les mieux gardés du Japon. L'avion fut soigneusement transporté dans un hangar isolé où une équipe d'élite d'ingénieurs aéronautiques attendait. Personne ne savait encore, mais les secrets qu'ils étaient sur le point de révéler donneraient aux pilotes américains un avantage de 14 mois sur l'ennemi. Un avantage qui changerait complètement l'équilibre des forces dans les cieux du Pacifique. Le premier examen révéla quelque chose d'absolument choquant. Lorsque les ingénieurs commencèrent à démonter soigneusement le fuselage du Zéro, ils réalisèrent quelque chose d'extraordinaire sur sa construction. L'avion était incroyablement léger. Il ne pesait que 1870 kg à vide, presque la moitié du poids d'un chasseur américain équivalent. Mais cette légèreté avait un prix terrible. Le Zéro ne possédait pratiquement aucun blindage pour protéger le pilote. Les réservoirs de carburant n'avaient pas de système d'auto-obturation. Une seule balle incendiaire dans les réservoirs et l'avion se transformait en boule de feu. Les ingénieurs américains furent stupéfaits. Ils avaient découvert le secret de l'agilité mortelle du Zéro, mais aussi sa faiblesse fatale. Le commandant Eddie Sanders, ingénieur en chef de l'équipe d'analyse, écrivit dans son rapport officiel « Les Japonais ont créé une machine de combat aérien basée sur un principe philosophique complètement différent du nôtre. Ils ont sacrifié toute protection au nom de la performance pure. C'est brillant et suicidaire à la fois. Cette révélation changea tout. Les Américains comprirent enfin pourquoi les Zéros étaient si agiles, mais aussi pourquoi, lorsqu'ils étaient touchés, ils survivaient rarement. Le secret de la suprématie du Zéro était aussi la clé de sa destruction. Mais la véritable révolution ne faisait que commencer. Lorsque le pilote d'essai Bill Hendrickson monta dans le cockpit du Zéro pour la première fois, il avait une mission claire, découvrir exactement comment cette machine se comportait à différentes vitesses et altitudes, tester ses limites, trouver ses points faibles. Pendant 3 semaines, Hendrickson pilota le Zéro dans tous les scénarios possibles. Force rasante, piquets verticaux, virages serrés, combats simulés contre des chasseurs américains. Et ce qu'il découvrit fut absolument révolutionnaire. Le Zéro était imbattable dans les combats à basse vitesse, surtout en dessous de 300 km/h. Son taux de virage était tout simplement impossible à suivre. Aucun chasseur américain ne pouvait virer avec lui dans ces conditions. Mais au-dessus de 400 km/h, le Zéro se transformait en un appareil complètement différent. Les commandes devenaient extrêmement lourdes, la capacité de manœuvre s'effondrait, et dans les piquets à haute vitesse, l'avion devenait dangereusement instable. Les ailerons se bloquaient. Le fuselage vibrait violemment. Il était presque impossible à contrôler. Hendrickson testa également le plafond opérationnel. Le Zéro était exceptionnel aux altitudes basses et moyennes, jusqu'à environ 6000 mètres. Sa montée était impressionnante, ses performances impeccables. Mais au-dessus de 8000 mètres, le moteur perdait rapidement de la puissance. L'avion devenait lent, lourd, vulnérable. Les chasseurs américains, surtout le P-38 Lightning, maintenaient des performances supérieures à ces altitudes. À chaque test, l'enveloppe de performance du Zéro devenait plus claire. Et avec elle, une stratégie de combat commençait à émerger. Le rapport de Hendrickson fut direct. Les pilotes américains peuvent vaincre le Zéro à chaque fois qu'ils suivent ses procédures exactes. N'essayez jamais de virer avec lui à basse vitesse. Maintenez toujours une vitesse supérieure à 400 km/h. Utilisez des piquets à haute vitesse pour attaquer et fuir. Combattez à haute altitude chaque fois que possible. Si vous suivez ces règles, le Zéro perd tous ses avantages. Ce qui avait pris des années aux pilotes japonais pour maîtriser, les Américains le savaient maintenant en quelques jours.
Mais il y avait plus. Beaucoup plus. Les ingénieurs découvrirent des faiblesses tactiques spécifiques qui pouvaient être exploitées en combat réel. Le Zéro avait un angle mort critique dans la partie arrière inférieure, dû à la conception du siège du pilote et à la structure du fuselage. Une attaque venant de cette position spécifique ne donnait aux pilotes japonais que des fractions de secondes pour réagir. L'équipe découvrit également que le système de carburant du Zéro était extrêmement vulnérable aux attaques par le haut. Un piquet vertical avec des rafales de mitrailleuses avait une très haute probabilité de toucher les réservoirs non protégés. Les tests de résistance structurelle révélèrent un autre secret choquant. Le Zéro pouvait exécuter des manœuvres incroyables dans les combats tournoyants, mais sa structure avait une limite de force G très basse comparée aux chasseurs américains. Dans les piquets à haute vitesse suivis de ressources brusques, la structure du Zéro ne tenait tout simplement pas. Les ailes pouvaient littéralement se détacher du fuselage. Les pilotes américains pouvaient utiliser cela à leur avantage, forçant le Zéro à choisir entre perdre la poursuite ou risquer la destruction structurelle. Chaque découverte était documentée méticuleusement. Photographies détaillées, diagrammes techniques, rapports de vol, analyse d'ingénierie. Tout fut compilé dans des manuels tactiques qui seraient distribués à toutes les escadrilles américaines du Pacifique. Le savoir qui coûtait auparavant des vies pour être acquis était maintenant disponible sur des pages imprimées. Les pilotes novices auraient accès à des secrets que les meilleurs as avaient mis des mois à découvrir de la manière la plus difficile. Et puis vint la validation des plus hautes autorités. L'amiral Chester Nimitz, commandant des forces du Pacifique, examina personnellement les rapports de test. Sa réaction fut enregistrée par le capitaine Thomas Moore, son conseiller. L'amiral tint les documents et dit « C'est le meilleur renseignement que nous ayons reçu dans toute la guerre. Cela va sauver des milliers de vies américaines. » Il ordonna une distribution immédiate à toutes les unités de combat. Le général George Kenney, commandant de la 5e force aérienne, fut encore plus catégorique. Dans une directive officielle adressée à ses commandants d'escadrille, il écrivit « Les tests du Zéro capturé nous ont donné un avantage tactique sans précédent. Tout pilote sous mon commandement doit étudier et mémoriser ces procédures. Il n'y a aucune excuse pour perdre un combat contre le Zéro si vous suivez ces tactiques. » La validation venait des plus hauts échelons militaires. La valeur stratégique de ce renseignement était reconnue par tous. Les pilotes d'essai eux-mêmes furent impressionnés par l'impact de leur découverte. Bill Hendrickson, dans une interview des décennies plus tard, déclara « Nous savions que nous travaillions sur quelque chose d'important, mais nous n'avons réalisé l'ampleur réelle que lorsque les rapports du front ont commencé à arriver. Les pilotes qui avaient peur d'affronter le Zéro recherchaient maintenant activement le combat. La confiance a complètement changé. Et les chiffres l'ont prouvé. Dans les 6 mois précédant la capture du Zéro de Koga, le taux de victoire des chasseurs américains contre le Zéro était d'environ 1 pour 1. Pour chaque Zéro abattu, un avion américain était perdu. Mais dans les 6 mois suivant la distribution des manuels tactiques, basés sur les tests, cette proportion changea radicalement. Pour chaque chasseur américain perdu, 3 à 4 Zéros étaient détruits. La différence était statistiquement impossible à ignorer. Le savoir fonctionnait. La documentation officielle de la marine américaine prouva l'impact. Les rapports de combat des escadrilles dans le Pacifique montraient un schéma clair. Les pilotes qui appliquaient les tactiques dérivées des tests du Zéro capturé avaient des taux de survie dramatiquement plus élevés. Les escadrilles qui reçurent une formation basée sur les manuels rapportaient des niveaux de confiance sans précédent. La peur du Zéro s'évaporait, remplacée par une connaissance précise de comment le vaincre. Même les Japonais, après la guerre, confirmèrent l'impact dévastateur de ce renseignement. Saburo Sakai, l'un des as de chasse japonais les plus célèbres, dit dans ses mémoires « Vers la mi-1943, nous avons remarqué un changement radical dans les tactiques américaines. Ils ont cessé d'essayer de nous affronter selon nos termes. Ils ont commencé à utiliser la vitesse et l'altitude de manière qui neutralisait tous nos avantages. C'était comme si quelqu'un leur avait donné un manuel sur comment vaincre le Zéro. Quelqu'un l'avait fait, et ce quelqu'un était le Zéro capturé lui-même. La vitesse à laquelle ces tactiques se répandirent dans les escadrilles du Pacifique fut extraordinaire. Les pilotes vétérans partagèrent les manuels avec les novices. Les commandants d'escadrille organisaient des sessions de briefing focalisées exclusivement sur les faiblesses du Zéro. Des simulations de combat étaient réalisées sur la base des données de test. En quelques semaines, le savoir qui avait coûté d'innombrables vies pour être acquis
était disponible pour tout pilote américain dans le théâtre du Pacifique. Les preuves étaient irréfutables. Les tests du Zéro capturé avaient révélé des secrets qui changèrent fondamentalement l'équilibre des forces dans les airs. Le mythe de l'invincibilité japonaise était détruit, remplacé par des données concrètes, des procédures testées et des tactiques éprouvées. Les ingénieurs à San Diego avaient livré aux pilotes américains quelque chose de plus précieux que n'importe quelle arme, une connaissance précise de l'ennemi. Mais le véritable test n'eut pas lieu dans les laboratoires ou lors de vols d'essais contrôlés. Ce ne fut pas dans des hangars secrets ou des salles de briefing. Le véritable test viendrait dans les cieux sanglants au-dessus du Pacifique, où les pilotes américains devraient prouver que ces secrets fonctionnaient vraiment, où de jeunes aviateurs affronteraient des as japonais vétérans armés seulement du savoir extrait de cet unique Zéro capturé. Les résultats choqueraient même le haut commandement japonais et révéleraient le véritable pouvoir du renseignement en temps de guerre. Dans les semaines suivant la distribution des rapports de renseignement sur le Zéro, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire dans les cieux du Pacifique. Les pilotes américains qui avaient affronté le Zéro avec une terreur absolue montèrent maintenant dans leur cockpit avec une arme qu'aucun Japonais ne pouvait voir. Le savoir. Le savoir de chaque faiblesse, de chaque limite, de chaque secret mortel de la machine qui avait dominé les cieux pendant presque 2 ans. Et alors les victoires commencèrent. Pas des victoires par chance, pas des victoires par supériorité numérique, des victoires par l'application chirurgicale d'un renseignement qui n'aurait jamais dû exister. Les pilotes américains commencèrent à rapporter quelque chose qui semblait impossible. Ils dominaient les Zéros. Et le monde était sur le point de témoigner de la véritable valeur de cette découverte en Alaska, écrite dans le sang et le feu au-dessus du Pacifique. La première victoire documentée eut lieu en novembre 1942, lors d'une mission d'escorte au-dessus de Guadalcanal. Le lieutenant James Sweat, pilote de chasse de la marine âgé de seulement 22 ans, intercepta une formation de bombardiers japonais escortés par 6 Zéros. Avant le renseignement du Zéro capturé, cela aurait été une mission suicide. 6 contre 1, impossible. Mais Sweat avait lu les rapports. Il savait exactement quoi faire. Lorsque les Zéros plongèrent dans sa direction, il n'essaya pas de virer avec eux. Il accéléra en ligne droite, utilisant la vitesse supérieure de son Wildcat en piqué. Les Zéros tentèrent de le poursuivre, mais ne purent suivre. Sweat exécuta alors une montée verticale abrupte, quelque chose que les rapports disaient que le Zéro ne pouvait égaler à haute vitesse. Et c'était exact, les Zéros ont perdu de la vitesse en montant. Sweat a inversé son avion au sommet de la manœuvre, a plongé sur eux avec un avantage de vitesse et d'altitude et a ouvert le feu. Un Zéro a explosé instantanément. Un autre est entré en vrille incontrôlable. Les autres ont tenté de virer pour l'intercepter, mais Sweat était déjà loin, utilisant exactement la tactique que les rapports recommandaient. Attaque, éloignement, repositionnement, jamais d'engagement en combat tournoyant. En 15 minutes de combat, il a abattu 4 Zéros et il a survécu sans un seul impact de balle sur son avion. Pour la première fois dans la guerre du Pacifique, les pilotes américains ne survivaient pas seulement, ils dominaient. Et les chiffres le prouvaient de manière absolue. Avant la capture du Zéro en Alaska, le taux de mortalité des pilotes américains face au Zéro était à des niveaux catastrophiques. Pour chaque Zéro abattu, 3 avions américains tombaient, 3 pilotes mouraient. 3 familles recevaient des télégrammes. La suprématie aérienne japonaise semblait inébranlable. Mais après la distribution du renseignement sur le Zéro capturé, cette réalité s'est complètement inversée. En décembre 1942, seulement 3 mois après les tests à San Diego, le taux de victoire s'était transformé. Maintenant, c'étaient les Américains qui abattaient 3 Zéros pour chaque avion perdu. L'inversion complète. Les pertes américaines ont chuté de 60%, 60% de vies sauvées, 60% de télégrammes non envoyés, et les stratèges militaires ont commencé à percevoir quelque chose d'extraordinaire. La suprématie aérienne dans le Pacifique était en train de basculer, et elle basculait rapidement. L'amiral Chester Nimitz, commandant des forces du Pacifique, a reçu les rapports de combat avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. Dans un mémorandum confidentiel de janvier 1943, il a écrit « Les taux de victoire contre les chasseurs ennemis se sont améliorés de manière inexplicable pour les observateurs externes. En interne, nous connaissons la raison. Le renseignement sur le Zéro capturé s'est avéré plus précieux que 10 porte-avions. 10 porte-avions,
chacun coûtant des centaines de millions de dollars et des années de construction. Et un seul avion capturé en Alaska avait généré plus de valeur stratégique que tous réunis. Mais l'impact allait au-delà des chiffres. Les tactiques développées à partir du renseignement sur le zéro se sont propagées comme une traînée de poudre dans toutes les escadrilles américaines du Pacifique. Les nouveaux pilotes arrivaient sur le théâtre d'opération, sachant déjà exactement comment combattre les zéros. Les manuels d'entraînement ont été réécrits. Les simulations de combat ont été redessinées. Toute la doctrine de combat aérien a été transformée. Et tout cela s'est produit 14 mois plus tôt que prévu. 14 mois d'avantages stratégiques qui ont changé le cours de la guerre dans le Pacifique. Parce que pendant que les Japonais faisaient encore confiance à l'invincibilité de leurs zéros, les Américains savaient déjà exactement comment les détruire. Chaque pilote américain volait désormais avec un avantage invisible, mais absolu. La suprématie aérienne a commencé à changer de main, et avec elle, le destin de la guerre. Mais parmi tous les pilotes qui ont bénéficié de ce renseignement, certains sont devenus des légendes vivantes. Des héros dont les exploits ont démontré le véritable pouvoir de la connaissance, transformé en action. L'un d'eux était le major Gregory Boyington, connu sous le nom de Papy Boyington, commandant du légendaire escadron VMF 214, les Black Sheep. À 30 ans, trop vieux selon les standards d'un pilote de chasse, Boyington était considéré comme incontrôlable par la marine. Mais il était aussi l'un des pilotes les plus naturellement talentueux de la guerre. Et lorsqu'il a reçu les rapports sur le zéro capturé, il y a vu quelque chose que d'autres n'ont pas perçu. Non seulement des tactiques défensives, mais des opportunités offensives. En janvier 1943, au-dessus des îles Salomon, Boyington a mené son escadron dans l'une des missions les plus audacieuses de la guerre du Pacifique. Le renseignement américain avait identifié une grande formation japonaise qui approchait. 20 bombardiers escortés par 30 zéros, 50 avions ennemis. L'escadron de Boyington comptait 12 chasseurs, 4 contre 1. Impossible. Mais Boyington avait mémorisé chaque faiblesse du zéro. Il savait qu'en haute altitude, au-dessus de 6000 mètres, le zéro perdait en efficacité en raison du moteur sans compresseur à 2 étages. Il savait qu'en piqué à haute vitesse, les ailerons du zéro se bloquaient. Et il savait que l'absence de blindage rendait le zéro vulnérable aux rafales courtes et précises. Alors il a formulé un plan qui semblait insensé. Intercepter la formation japonaise à 8000 mètres d'altitude, où les zéros seraient désavantagés. Plonger sur eux à haute vitesse, où ils ne pourraient pas manœuvrer. Attaquer avec des rafales courtes concentrées sur le réservoir de carburant non protégé, puis s'échapper en utilisant une vitesse supérieure en piqué. Son escadron pensait qu'il était fou, mais ils lui ont fait confiance. Et cela a fonctionné de manière spectaculaire. Les Black Sheep sont montés à 8000 mètres et ont attendu. Lorsque les Japonais ont atteint cette altitude, leur formation était déjà désorganisée, les moteurs des zéros luttant dans l'air raréfié. Boyington a donné le signal. 12 corsaires ont plongé en formation parfaite. La vitesse en piqué a atteint plus de 700 km à l'heure. Les zéros ont tenté de virer pour intercepter, mais leurs ailerons se sont bloqués exactement comme les rapports le prévoyaient. Ils sont restés pratiquement sans défense. Boyington a visé le premier zéro, a attendu jusqu'à 200 mètres de distance et a tiré une rafale de 2 secondes visant le fuselage central. Le zéro a explosé en une boule de feu, le réservoir de carburant non protégé détonnant instantanément. Il a fait rouler son corsaire, a aligné un autre zéro à tirer à nouveau. Autre incendie, autre ennemi tombant du ciel. En moins de 3 minutes de combat, les Black Sheep ont abattu 14 zéros. 14, sans perdre un seul avion. Les pilotes japonais survivants ont rapporté qu'ils avaient été attaqués par une force américaine bien supérieure, peut-être 50 avions. Ils ne pouvaient pas croire que seulement 12 chasseurs avaient détruit près de la moitié de leur formation. La supériorité japonaise se transformait en légende du passé, et Boyington n'était pas seul à accomplir ce type d'exploit extraordinaire. Le même mois, au-dessus du détroit de Nouvelle-Géorgie, l'escadrille VF-17, connue sous le nom de Jolly Rogers, a exécuté l'une des applications les plus parfaites des tactiques anti-zéro jamais documentées. 16 corsaires menés par le commandant Tom Blackburn ont intercepté une formation mixte japonaise, des bombardiers avec une escorte lourde de 24 zéros. Mais au lieu d'attaquer directement, Blackburn a divisé sa formation en 2 sections en utilisant exactement la tactique recommandée par les rapports de San Diego. Une section servirait d'appât, attirant les zéros loin des bombardiers. L'autre section attaquerait les bombardiers sans protection.
Les Zéros ont mordu à l'hameçon. Ils se sont séparés des bombardiers pour poursuivre la première section de corsaires, croyant à une victoire facile. Mais les pilotes américains n'ont pas essayé de virer avec eux. Ils ont plongé, accéléré et remonté à haute vitesse, maintenant toujours les Zéros hors de position de tir. Pendant ce temps, la deuxième section de corsaires a détruit 9 bombardiers japonais en moins de 5 minutes. Sans escorte, les bombardiers lents étaient des cibles faciles. Quand les Zéros ont réalisé ce qui s'était passé et ont tenté de revenir protéger les bombardiers, il était déjà trop tard. Et maintenant, c'était eux qui étaient mal positionnés, avec peu de carburant et sans avantage tactique. Les Jolly Rogers ont inversé la chasse. Ils ont attaqué les Zéros en piqué, utilisant vitesse et puissance de feu. 6 Zéros supplémentaires sont tombés. La mission japonaise a été complètement détruite. 9 bombardiers et 6 chasseurs perdus. Les Américains ont perdu 0 avion. 0 les commandants. Japonais ont commencé à rapporter quelque chose qui ressemblait à de la désertion. Leurs pilotes développaient une peur d'affronter les corsaires et les Hellcats. Le mythique Zéro, la machine qui avait dominé les cieux du Pacifique depuis Pearl Harbor, devenait vulnérable. Et les pilotes japonais le savaient. Mais les Américains, ils volaient avec une confiance qui semblait impossible à peine un an auparavant. Après ces batailles, la reconnaissance officielle a commencé à arriver. Le Major Boyington a reçu la Medal of Honor du Congrès, la plus haute distinction militaire américaine. La citation officielle mentionnait un courage extraordinaire et une habileté tactique innovante. Mais Boyington connaissait la vérité. Dans une interview des décennies plus tard, il a confessé « Ce n'était pas du courage, c'était de la connaissance. Ces rapports sur le Zéro capturé m'ont donné tout ce dont j'avais besoin. J'ai simplement exécuté ce qu'ils enseignaient. » Le lieutenant Sweat a également reçu la Medal of Honor après cette mission au-dessus de Guadalcanal. Quand on lui a demandé comment un pilote si jeune avait réussi à abattre tant de Zéros, il a répondu « Je n'ai pas combattu les Zéros. J'ai combattu leurs faiblesses. Et je savais exactement où elles se trouvaient. » Les rapports de renseignement circulaient maintenant dans toutes les escadrilles américaines. Les pilotes les lisaient comme des textes sacrés. Les commandants les mémorisaient. Les instructeurs les enseignaient en formation de base. Et chaque nouveau pilote qui arrivait dans le Pacifique savait déjà que le Zéro n'était pas invincible. Il était prévisible. Et prévisible signifiait qu'on pouvait le vaincre. Dans des témoignages d'après-guerre, des centaines de pilotes américains ont attribué leur survie directement à ce renseignement. Ces rapports m'ont sauvé la vie, a déclaré le capitaine Robert Galler, un autre as de la marine. Je savais exactement à quoi m'attendre, exactement quoi éviter, exactement comment gagner. Sans eux, je serais mort la première semaine. Et les chiffres le confirmaient de manière absolue. Entre novembre 1942 et la fin de la guerre, plus de 3000 pilotes américains ont effectué des missions de combat contre des Zéros dans le Pacifique. Le taux de survie de ces pilotes était presque 40% supérieur à celui des pilotes qui avaient affronté des Zéros avant la capture de l'avion en Alaska. 40%. Des centaines de vies sauvées. Des centaines d'hommes qui sont rentrés chez eux. Tout cela à cause d'un avion qui s'est écrasé sur une île reculée de l'Alaska. Mais l'héritage de cette découverte allait bien au-delà des combats individuels. Stratégiquement, la capture et l'analyse du Zéro ont représenté un tournant absolu dans la guerre du Pacifique. Quand les historiens militaires analysent la chronologie de la suprématie aérienne dans le théâtre du Pacifique, ils identifient un moment spécifique de changement. Fin 1942. Avant cette période, les Japonais contrôlaient les cieux. Après, les Américains ont commencé à conquérir le contrôle aérien de manière inexorable. Et la différence? Il a défait 14 mois d'avantages stratégiques fournis par le renseignement du Zéro capturé. 14 mois pendant lesquels les pilotes américains savaient exactement comment combattre les Zéros, tandis que les Japonais croyaient encore que leur avantage était absolu. 14 mois pendant lesquels de nouvelles tactiques ont été développées, de nouveaux entraînements ont été mis en œuvre, une nouvelle doctrine de combat a été établie. 14 mois qui ont changé l'issue de la guerre. Après la guerre, les officiers japonais capturés furent interrogés sur le moment où ils avaient compris que la suprématie aérienne était perdue. Presque tous identifièrent la même période, fin 1942 et début 1943. Soudainement, les pilotes américains ont cessé de commettre les erreurs auxquelles nous nous attendions, déclara le commandant Saburo Sakai, l'un des plus grands as japonais. Ils ont arrêté d'essayer de virer avec nous.
Ils ont arrêté de mener notre combat, et ils ont commencé à nous détruire. Sakai ne le savait pas, mais il décrivait exactement l'impact du renseignement obtenu grâce aux zéros capturés. Et dans le classement des plus grands coups de renseignement de la Seconde Guerre mondiale, la capture et l'analyse du zéro figurent parmi les 5 plus significatifs. Aux côtés du décryptage du code Enigma par les Britanniques, du déchiffrement du code japonais avant Midway et de la désinformation du jour J, le renseignement du zéro a stratégiquement changé le cours de la guerre. Un seul avion écrasé sur une île reculée a contribué à gagner la guerre aérienne du Pacifique. Et aujourd'hui, lorsque vous visitez le National Museum of World War II Aviation à Colorado Springs, il y a une plaque à côté d'un zéro restauré. La plaque raconte l'histoire de l'avion capturé en Alaska. Elle mentionne les ingénieurs qui l'ont testé, les pilotes qui ont risqué leur vie en le pilotant, les analystes qui ont transformé les données en tactiques. Mais la plaque se termine par une phrase qui résume tout. Cet avion a sauvé des milliers de vies américaines sans jamais tirer un seul coup de feu. Les documentaires historiques revisitent régulièrement cette histoire. Le Smithsonian a consacré une exposition entière à la capture du zéro. Les académies militaires enseignent ce cas comme exemple parfait de la façon dont le renseignement peut surpasser la supériorité technologique. Et au Japon, les historiens militaires reconnaissent ouvertement que la capture du zéro fut un désastre de renseignement catastrophique. Nous avons livré nos plus grands avantages à l'ennemi, écrivit l'historien Masatake Okumiya. Et nous l'avons payé avec le ciel du Pacifique. Mais les véritables héros de cette histoire, ils sont restés oubliés pendant des décennies. Le pilote japonais Tadayoshi Koga, qui n'a jamais voulu livrer son avion, mais dont la malchance a créé la plus grande opportunité de renseignement de la guerre du Pacifique. Les soldats américains qui ont découvert l'avion écrasé et ont compris sa valeur. Les ingénieurs qui l'ont restauré dans des conditions impossibles. Le pilote d'essai qui a risqué sa vie en pilotant une machine ennemie. Les analystes qui ont transformé des observations en tactiques ayant sauvé des milliers de vies. Aucun d'entre eux n'est devenu célèbre. Aucun d'entre eux n'a reçu de médailles spectaculaires. Mais leur travail a changé la guerre. Et c'est peut-être la leçon la plus puissante de cette histoire. Parfois, les moments les plus décisifs de l'histoire ne se produisent pas dans des batailles épiques ou des décisions dramatiques de généraux. Ils se produisent lorsque des gens ordinaires font leur travail de manière extraordinaire. Lorsqu'un soldat réalise que cet avion écrasé n'est pas qu'une épave. Lorsqu'un ingénieur refuse d'abandonner un moteur endommagé. Lorsqu'un pilote d'essai accepte le risque, lorsqu'un analyste transforme des données en sagesse. Ces petites actions exécutées avec excellence ont créé des conséquences massives. Alors oui, ce zéro qui s'est écrasé sur une île reculée d'Alaska en juin 1942 a vraiment livré aux Américains tous les secrets japonais. Chaque faiblesse, chaque limite, chaque vulnérabilité. Et ce renseignement a donné aux États-Unis 14 mois d'avance qui ont contribué à changer le cours de la guerre dans le Pacifique. Une découverte accidentelle devenue l'une des plus grandes victoires de renseignement de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, vous connaissez l'histoire qu'on ne vous a jamais enseignée à l'école. L'histoire de comment l'ingéniosité, le travail méticuleux et le courage discret ont vaincu la technologie la plus redoutée du ciel. L'histoire de héros oubliés dont l'héritage fut écrit en vies sauvées et batailles gagnées. Si vous voulez découvrir plus d'histoires d'innovation et d'héroïsme de la Seconde Guerre mondiale qui ont changé le monde, mais sont restés oubliés, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'il y en a des centaines qui attendent d'être racontées. Et chacune révèle que la véritable histoire est toujours plus incroyable que n'importe quelle fiction.